Bonjour, Fabien Subtil, je travaille au service de biostatistique des Hospices civils de Lyon et sur le plan universitaire au sein de l'équipe biostatistique santé du laboratoire de biométrie et de biologie évolutive à Lyon donc. Et je m'intéresse à l'évaluation des tests diagnostiques. Et aujourd'hui, je vais parler de la comparaison des performances diagnostiques de biomarqueurs quantitatifs tels que par exemple les troponines IET pour détecter un infarctus du myocarde, les dédimères pour détecter une maladie colique, ou encore l'antigène CA19-9 et l'anticorps CA125 pour détecter un cancer du pancréas. Donc en fait, on a beaucoup de biomarqueurs quantitatifs utilisés pour le diagnostic. Et lorsque l'on souhaite évaluer l'intérêt de ces biomarqueurs, eh bien, très souvent, on va estimer leur sensibilité et spécificité. Donc lorsque l'on veut évaluer l'intérêt de ces biomarqueurs, on va très souvent évaluer la sensibilité et la spécificité. Pour cela, on va définir un seuil de positivité C pour le biomarqueur quantitatif et on considérera que le test est positif lorsque la valeur du marqueur Y est supérieure à C et négatif lorsque la valeur du marqueur Y est inférieure ou égale à C. La sensibilité est alors la probabilité que le test soit positif, donc supérieur à C, sachant que l'individu est malade. Donc ça reflète la capacité du test à identifier les individus malades de la population. Et la spécificité est la probabilité que le test soit négatif, donc inférieur ou égal au seuil C, sachant que l'individu est non malade. Et la spécificité évalue la capacité du test à classer correctement les individus non malades et à éviter les faux positifs. Et donc un bon biomarqueur diagnostic sera un marqueur avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. On peut avoir des biomarqueurs quantitatifs qui fonctionnent en sens inverse, c'est-à-dire qui sont positifs lorsque la valeur du marqueur est inférieure au seuil C et négatif lorsqu'elle est supérieure à ce seuil, mais auquel cas il suffit de modifier la définition de la sensibilité et de la spécificité. Mais finalement, quelle que soit cette définition, lorsque l'on est dans les premières phases d'évaluation des biomarqueurs quantitatifs, très souvent on a des études avec des petits effectifs et on ne sait pas forcément quel seuil de positivité on va retenir pour le test diagnostic. Donc on souhaite évaluer globalement les performances diagnostiques du test sur l'ensemble des seuils que l'on pourrait envisager, du moins sans fixer un seuil particulier. Pour cela, on va avoir recours à la courbe ROC, qui est le tracé de la sensibilité en fonction du complément de la spécificité, 1 moins la spécificité, pour l'ensemble des seuils de positivité que l'on pourrait envisager pour le test diagnostic. J'ai représenté ici les courbes ROC du CA19-9 et du CA125 pour le diagnostic du cancer du pancréas. Alors plus l'air sous la courbe ROC va se rapprocher du point en haut à gauche, plus la courbe est proche de ce point, meilleures sont les performances diagnostiques du test globalement, puisque cela veut dire que l'on a certains seuils de positivité qui sont associés à de très bonnes sensibilités et spécificités. Et à l'inverse, plus la courbe ROC se rapproche de la première bissectrice de ce graphique, moins les performances diagnostiques du test sont bonnes. En fait, on se rapproche d'un test qui ne fait pas mieux que le simple hasard, que tirer à pile ou face pour classer les patients. Lorsque l'on veut quantifier les performances diagnostiques, l'indicateur que l'on va retenir est très souvent l'air sous la courbe ROC. Plus elle est proche de 1, meilleures sont les performances diagnostiques du test. Et lorsqu'elle se rapproche de 0,5, on a un test qui ne fait pas mieux que le simple hasard. Ici, le CA19-9 a une aire sous la courbe ROC de 0,86, qui est plus élevée que celle du CA125 et statistiquement différente d'après le test de Delon. Donc globalement, on a intérêt à retenir le CA19-9 pour effectuer le diagnostic du cancer du pancréas. Cette comparaison des deux courbes ROC est légitime ici car les courbes ROC sont emboîtées, c'est-à-dire que la courbe du CA19-9 est toujours au-dessus du CLCA125. Et ceci est important car, in fine, une fois que l'on aura choisi l'un des deux tests, il va falloir fixer le seuil de positivité à utiliser et il sera associé à une certaine sensibilité et une certaine spécificité.
Mais finalement, quelle que soit la sensibilité ou la spécificité obtenue à la fin, on voit d'après le graphique que pour une spécificité donnée, à spécificité comparable, la sensibilité du CA19-9 sera plus élevée que celle du CA125. Et inversement, quelle que soit la sensibilité souhaitée, la spécificité du CA19-9 sera plus élevée que celle du CA125. Donc comme les courbes ROC sont emboîtées, les combinaisons de sensibilité et de spécificité du CA19-9 sont toujours plus élevées que celles du CA125, au moins égales, si ce n'est plus élevées que celles du CA125. Et c'est cela qui autorise de comparer globalement les performances diagnostiques du CA19-9 et du CA125 sur l'ensemble de la courbe ROC. Mais ceci n'est pas toujours possible et je vais donner un contre-exemple. Donc c'est une étude sur le diagnostic d'hypertrophie ventriculaire gauche qui a été réalisée à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon sur 93 patients qui sont venus consulter pour hypertension. L'échocardiographie a été utilisée pour établir le diagnostic d'HVG de manière unanime. Donc l'échocardiographie correspond ici au gold standard de l'étude et elle a permis d'identifier 41 cas d'hypertrophie ventriculaire gauche. 2 biomarqueurs ont été évalués, 2 biomarqueurs quantitatifs, la concentration de NT-proBNP dans le plasma et le ratio E sur EA, qui est un ratio calculé à partir de l'examen Doppler. J'ai représenté ici les courbes ROC de ces deux tests diagnostiques. En rouge, celle du NT-proBNP et en jaune, celle du ratio E sur EA. Et on voit sur ce graphique que les courbes ROC se croisent. Donc, si le clinicien veut in fine un test avec une bonne sensibilité, eh bien on voit que dans la zone de graphique de la courbe ROC où on a des sensibilités élevées, à sensibilité comparable, on a intérêt à privilégier le NT-proBNP, puisqu'à sensibilité comparable, la spécificité du NT-proBNP sera plus élevée que celle du ratio E sur EA. Mais à l'inverse, si le clinicien veut plutôt in fine un test avec une bonne spécificité, eh bien on a intérêt à privilégier le ratio E sur EA, puisque l'on voit qu'à spécificité comparable, dans la zone où on a des spécificités élevées, eh bien la sensibilité du ratio E sur EA est plus élevée que la sensibilité du NT-proBNP. Donc selon les souhaits du clinicien, on va privilégier l'un des tests ou l'autre, et la conclusion change puisque les courbes ROC se croisent. Ce qui fait que l'on ne peut plus comparer globalement les performances diagnostiques des deux tests sur l'ensemble de la courbe ROC. Et dans ce cas-là, très souvent, on va avoir recours à l'aire sous la courbe ROC partielle, qui consiste à calculer l'aire sous la courbe ROC uniquement dans une zone donnée du graphique de l'aire sous la courbe. Par exemple, si on veut un test avec une bonne spécificité, on peut ne calculer l'aire sous la courbe ROC que dans la zone définie en jaune clair ici, zone dans laquelle les deux courbes ROC ne se croisent pas, et donc il est pertinent de comparer les aires sous la courbe ROC partielle. Toute la difficulté ensuite est de définir la zone d'intérêt de comparaison des performances diagnostiques des deux tests. Car autant il est assez simple pour un clinicien de dire s'il veut un test plutôt sensible ou plutôt spécifique, autant il est difficile de préciser la valeur minimale de sensibilité ou la valeur minimale de spécificité désirée. Et pour cela, on va passer de la notion de performance diagnostique, qui sont des propriétés propres au test, à la notion d'utilité du test dans une population donnée, qui, elle, va varier d'une population à l'autre. Et donc pour cela, je vais définir quelques éléments d'évaluation de la décision médicale. Donc on va définir une fonction d'utilité qui va mesurer l'intérêt du test diagnostique dans une population donnée. Alors on peut envisager plusieurs fonctions d'utilité. La plus simple qui vient à l'esprit, c'est la proportion d'individus correctement classés par le test. Cette fonction d'utilité va s'évaluer uniquement pour un seuil donné du biomarqueur quantitatif, noté C ici. Et la proportion d'individus bien classés par le test est donnée par
la somme de la proportion de vrais positifs, donc des individus qui sont positifs au test et qui sont réellement malades, donc qui va s'estimer par la sensibilité, la probabilité que le test soit positif parmi les individus malades, fois la prévalence, notée pi ici, la probabilité d'être malade. Et on aura besoin également de la proportion de vrais négatifs, donc des individus qui sont négatifs au test et qui sont réellement non malades. Et cette proportion va s'estimer par la spécificité, la probabilité que le test soit négatif parmi les individus non malades, fois la probabilité de ne pas être malade, donc fois 1 moins la prévalence. La fonction d'utilité obtenue est donc sensibilité fois la prévalence plus spécificité fois 1 moins la prévalence. Plus l'utilité est élevée, plus le test a un intérêt à être utilisé dans la population en question. Cette fonction d'utilité est proche de ce que l'on appelle l'indice de Youdon. L'indice de Youdon, c'est la simple somme de la sensibilité et de la spécificité. Il ne tient donc pas compte de la prévalence. Or, la prévalence est un indicateur très important dans l'analyse de la décision médicale. Car finalement, si on a une maladie assez rare, la prévalence est faible, et dans ce cas-là, le terme 1 - pi va être élevé, et la spécificité va jouer un rôle beaucoup plus important dans l'évaluation de l'utilité que la sensibilité. Et donc on aura plutôt tendance à privilégier la spécificité à la sensibilité. A l'inverse, si on est dans une situation de maladie très fréquente, le terme pi de prévalence va être très élevé, et donc c'est la sensibilité qui va jouer un rôle plus important que la spécificité dans l'évaluation de l'utilité, et donc on va privilégier la sensibilité du test. Donc on voit que la prévalence a un rôle très important dans l'évaluation de l'utilité du test, et elle n'est pas prise en compte dans l'indice de Youdon, d'où l'intérêt de cette fonction d'utilité qui tient compte de la prévalence. Par contre, l'inconvénient de cette fonction d'utilité est qu'elle ne distingue pas les vrais positifs des vrais négatifs, ou sens inverse, les faux positifs des faux négatifs. Or, ces deux types d'erreurs de classement n'ont pas forcément les mêmes conséquences d'un point de vue clinique. D'où l'intérêt de définir des poids, des utilités individuelles associées à chacune des 4 situations qui peut exister en fonction du résultat du test par rapport au vrai statut de l'individu en termes de maladie. L'utilité d'un vrai positif, c'est l'utilité d'un individu qui aura un test positif, donc qui va être traité, et à raison, car l'individu est réellement malade. L'utilité d'un vrai négatif, ce sera l'utilité d'un individu qui aura un test négatif, donc qui ne sera pas traité, et à raison, car il est non malade. Et de même pour les deux autres utilités. Ces utilités individuelles peuvent être quantifiées de différentes façons, soit par exemple en termes de quantité de vie, soit en termes de qualité de vie, voire même en termes de quantité de vie ajustée sur la qualité de vie. La nouvelle fonction d'utilité globale à l'échelle de la population va alors correspondre à la somme des proportions d'individus attendus dans chacune des cases de ce tableau, multipliée par les utilités individuelles. On obtient cette nouvelle fonction d'utilité qui est un petit peu plus complexe, mais qui permet de mesurer l'intérêt réel de l'utilisation du test diagnostique dans une population donnée. On mesurera d'une certaine façon l'état de santé moyen espéré si on se sert de ce test diagnostique en utilisant un seuil de positivité C pour prendre la décision de traitement dans la population en question. Alors cette fonction d'utilité est un petit peu plus complexe, mais on peut la simplifier, car finalement, une fois que la prévalence et les 4 utilités individuelles sont définies, eh bien, cette fonction d'utilité précédente peut être réécrite de la façon suivante, du moins elle est proportionnelle à cette nouvelle fonction, sensibilité fois la prévalence, plus 1 moins spécificité fois 1 moins la prévalence, fois un ratio de différence des 4 utilités individuelles.
Ce ratio, du moins l'inverse de ce ratio, est ce que l'on appelle le ratio bénéfice net sur coût net. Au numérateur, on a l'utilité d'un vrai positif, donc un individu qui va être détecté par le test, donc traité et réellement malade, moins l'utilité d'un faux négatif, un patient qui ne sera pas traité à tort. Donc on mesure bien le bénéfice à identifier et traiter un individu malade par rapport à ne pas le traiter. Au dénominateur, on a l'utilité d'un vrai négatif, un patient non malade et qui sera considéré comme non malade par le test, moins l'utilité d'un faux positif, un patient non malade qui sera traité à tort. Donc on mesure bien le coût de traiter un patient à tort par rapport à ne pas le traiter. Ce ratio bénéfice net sur coût net est très utile car il a une interprétation concrète. On peut montrer en fait qu'il s'interprète comme le nombre de patients qu'un clinicien est prêt à traiter à tort, pour lesquels il est prêt à faire un diagnostic à tort, pour ne pas manquer de traiter un patient qui est réellement malade. Donc, si le clinicien fixe un ratio bénéfice net sur coût net élevé, cela veut dire qu'il considère que le bénéfice de traiter un patient malade est beaucoup plus élevé que le coût de traiter des individus à tort. Donc, dans cette situation, on a intérêt à privilégier la sensibilité, à identifier le plus d'individus malades dans la population et à les traiter, quitte à ce que cela entraîne un nombre non négligeable de faux positifs, mais le coût des faux positifs est considéré minime par rapport aux bénéfices apportés au fait de traiter les patients réellement malades. A l'inverse, lorsque le ratio bénéfice net sur coût net est faible, eh bien, on considère que les faux positifs ont un coût important par rapport aux bénéfices apportés à un patient malade et qui est traité. Et donc, dans ce cas-là, on va essayer d'optimiser la spécificité afin de limiter les faux positifs. L'intérêt du ratio bénéfice net sur coût net dans l'évaluation de cette fonction d'utilité est qu'elle est définie par une seule valeur qui est finalement assez simple à évaluer et certainement beaucoup plus simple que d'évaluer séparément les 4 utilités individuelles nécessaires à l'évaluation de la fonction d'utilité. Donc le ratio bénéfice net sur coût net est un indicateur très utile pour évaluer cette fonction d'utilité. On peut également utiliser un autre indicateur qui est appelé le seuil de traitement ou le risque de maladie à partir duquel un clinicien accepte de traiter le patient, que j'ai noté ici R. De la même façon, si le clinicien fixe un seuil de traitement relativement élevé, par exemple de 90%, cela veut dire qu'il veut être sûr que le patient est réellement malade pour le traiter. Cela veut dire qu'il craint finalement de traiter un patient à tort, et auquel cas, on va essayer de limiter les faux positifs, donc d'avoir une très bonne spécificité. A l'inverse, lorsque le seuil de traitement est plutôt faible, lorsqu'un clinicien est prêt à traiter un patient dès que le risque de maladie est par exemple de 10%, eh bien cela veut dire qu'il ne veut surtout pas passer à côté de la maladie, et donc que l'on va plutôt essayer d'optimiser la sensibilité. Ce seuil de traitement est relié en fait au ratio bénéfice net sur coût net par la formule qui est indiquée ici. Et donc dans la formule d'utilité globale, on peut se servir soit du ratio bénéfice net sur coût net, soit du seuil de traitement pour tenir compte des conséquences cliniques, des erreurs de classement ou des classements corrects. Grâce à cette fonction d'utilité, on va donc pouvoir mesurer l'intérêt du test diagnostique dans une population donnée, en tenant compte des conséquences des erreurs de classement grâce à la prévalence qui va permettre de bien tenir compte du nombre d'individus qui seront impactés par les erreurs de classement, mais également grâce à la prise en compte de l'état de santé associé à chacune des 4 situations que l'on a identifiées. Donc cette fonction d'utilité va permettre de déterminer le juste poids à accorder dans la combinaison de la sensibilité et de la spécificité. Et donc, plus l'utilité est élevée, meilleur est le biomarqueur diagnostique. On va revenir maintenant à la question de la comparaison des deux biomarqueurs diagnostiques quantitatifs. Donc, on en était resté à la comparaison des courbes ROC et des aires sous la courbe ROC sur l'ensemble du graphique de la courbe ROC.
Or, finalement, l'ensemble des combinaisons de sensibilité et de spécificité ne sont pas forcément pertinentes. Si on souhaite avoir une sensibilité minimale de 98%, ça veut dire que l'on veut quasiment identifier tous les individus malades de la population, et auquel cas, on peut se demander s'il n'est pas plus pertinent de traiter tous les patients. A l'inverse, si on souhaite avoir une spécificité d'au moins 98%, ça veut dire que l'on veut éviter le plus possible les faux positifs. Et si on veut n'avoir aucun faux positif, la solution extrême consiste à ne traiter personne. Donc finalement, la stratégie diagnostique qui consiste à classer le patient en fonction de la valeur du biomarqueur s'inscrit entre deux stratégies limites qui consistent soit à traiter tout le monde, soit traiter personne. Si la ratio bénéfice net sur coût net est très élevée, ou si la prévalence est très élevée, on est dans une situation où on a intérêt à identifier le plus d'individus malades possible, et auquel cas on peut se demander s'il n'est pas plus pertinent de traiter tous les patients d'emblée. A l'inverse, si le ratio bénéfice net sur coût net est très faible, ou si la prévalence est très faible, eh bien on peut se demander s'il n'est pas plus sûr de ne traiter personne. Donc finalement, le biomarqueur diagnostic quantitatif n'a d'intérêt que quand son utilité est plus élevée que les utilités associées à ces deux stratégies extrêmes. Alors j'ai réindiqué sur cette diapositive la fonction pour évaluer l'utilité d'un biomarqueur diagnostic quantitatif. Et à partir de cette fonction, on va pouvoir évaluer l'utilité des deux stratégies extrêmes. Tout d'abord, l'utilité de ne traiter personne. Si on ne traite personne, cela veut dire que l'on n'identifiera aucun des individus malades. Donc que la sensibilité du test sera nulle. Et à l'inverse, tous les non-malades seront considérés comme des non-malades puisqu'on ne va pas les traiter. Donc la spécificité sera de 100%. Et dans ce cas-là, l'utilité de cette stratégie est nulle. Ce qui est finalement assez intuitif. L'utilité d'une stratégie qui consiste à ne rien faire est nulle. A l'inverse, si on évalue l'utilité de traiter tous les patients, si on traite tous les patients, eh bien la sensibilité sera de 100%, tous les individus malades seront identifiés, mais la spécificité, elle, sera nulle, puisque tous les individus non malades seront traités à tort. Et donc on obtient une fonction, une utilité qui dépend de la prévalence et du ratio bénéfice net sur coût net. Et le test diagnostique quantitatif n'a d'intérêt que quand son utilité est supérieure à celle de ces deux stratégies extrêmes. Pour que l'utilité du test soit supérieure à la stratégie ne traiter personne, il faut que sa combinaison de sensibilité et de spécificité vérifie l'inéquation qui est indiquée ici. Et pour que l'utilité du test soit supérieure à celle de la stratégie consistant à traiter tout le monde, eh bien, il faut que la combinaison de sensibilité et de spécificité vérifie la seconde inéquation définie sur ce graphique. Ces deux équations vont définir sur le graphique de la courbe ROC deux droites. Et l'inégalité est vérifiée lorsque la combinaison de sensibilité et de spécificité du test diagnostic est supérieure à chacune de ces droites. Alors sur cette diapositive, j'ai indiqué des biomarqueurs diagnostiques quantitatifs fictifs dans deux situations différentes. À gauche, alors dans les deux cas, on considère que la prévalence est de 0,7, plutôt élevée, mais à gauche, le ratio bénéfice net sur coût net est très faible, de 0,1. Donc on considère que le coût des faux positifs est beaucoup plus élevé que le bénéfice de traiter un patient qui est réellement malade. Et donc on va plutôt avoir tendance à privilégier la spécificité. Et à droite, on a un ratio bénéfice net sur coût net qui est de 2, donc le bénéfice de traiter un patient malade est plus important que le coût de traiter à tort un patient qui n'est pas malade. Donc dans ce cas-là, on aura tendance à privilégier un petit peu plus la sensibilité. La droite indiquée en rouge ici correspond à la stratégie ne traiter personne. En dessous de cette droite, on a intérêt à ne traiter personne. Au-dessus de cette droite, le test diagnostic a une combinaison de sensibilité et de spécificité qui est meilleure en termes d'utilité que la stratégie ne traiter personne. Et puis la droite représentée en jaune ici
correspond à la droite de la stratégie traiter tout le monde. En dessous de cette droite, on a intérêt à traiter tout le monde. Au-dessus de cette droite, le test a des combinaisons de sensibilité et de spécificité qui sont plus élevées en termes d'utilité que la stratégie traiter tout le monde. Et globalement, le test diagnostique est utile lorsque ces valeurs de sensibilité et de spécificité sont plus élevées que les droites correspondant aux deux stratégies extrêmes. Donc sur le graphique de gauche, les tests diagnostiques n'ont d'intérêt que lorsque au moins l'un des deux a des combinaisons de sensibilité et de spécificité supérieures à chacune des deux droites. Donc ici, ça consiste à se comparer uniquement à la droite de la stratégie ne traiter personne. Et donc on va calculer les aires sous la courbe ROC partielle dans la zone en jaune clair ici, dans laquelle au moins un des deux tests a des combinaisons de sensibilité et de spécificité plus élevées que la droite de cette stratégie extrême. Et on voit que dans cette zone-là, on a plutôt tendance à privilégier la spécificité et la comparaison des aires sous la courbe ROC partielle est légitime, car les courbes ROC ne se croisent pas dans cette zone. Sur le graphique de droite, les droites associées à chacune des stratégies extrêmes sont inversées. En jaune, en haut, on a la droite associée à la stratégie ne traiter personne, et à nouveau, traiter tout le monde, pardon, et à nouveau, le test diagnostique a un intérêt lorsque ces combinaisons de sensibilité et de spécificité sont supérieures à chacune des deux droites associées aux stratégies extrêmes, donc dans la zone définie en jaune clair ici. Et à nouveau, on peut évaluer les aires sous la courbe ROC partielle et les comparer. La comparaison est légitime puisque les courbes ROC ne se croisent pas dans cette zone. Et dans cette zone, on va avoir tendance plutôt à privilégier la sensibilité. Dans la situation très particulière où la prévalence de la maladie est de 0,5, ou bien le ratio bénéfice net sur coût net est de 1, donc le bénéfice de traiter un patient à raison est égal au coût de traiter un patient à tort, et bien dans ce cas-là, les deux droites associées aux stratégies extrêmes vont être superposées et vont correspondre à la première bisectrice du graphique de la courbe ROC. Donc finalement, lorsque classiquement on compare la courbe ROC par rapport à la première bisectrice, on se met en situation où, d'un point de vue de l'analyse de la décision médicale, on évalue si le test est utile par rapport à des stratégies extrêmes pour une prévalence de 0,5 et pour un ratio bénéfice net sur coût net de 1, qui sont des situations finalement assez rares. Alors j'ai représenté sur ce graphique les courbes ROC associées au ratio E sur EA et au NT pro BNP, et j'ai rajouté par-dessus les droites associées aux stratégies extrêmes, peut-être celles observées dans l'étude de la Croix-Rousse, et d'un ratio bénéfice net sur coût net qui a été fixé par les cliniciens à 3, au moins 3. Et donc, pour que au moins un des deux tests soit plus utile que les deux stratégies extrêmes, eh bien, il faut qu'il soit supérieur à cette droite indiquée ici. Et donc, on va évaluer l'aire sous la courbe ROC partielle dans la zone en jaune clair qui est indiquée ici, zone dans laquelle les courbes ROC ne se croisent pas, et donc il est légitime de comparer les aires sous la courbe ROC partielle. L'aire sous la courbe ROC partielle est de 0,85 pour le NT pro BNP et de 0,74 pour le ratio E sur EA, donc un petit peu plus élevé pour le NT pro BNP, la différence n'étant pas statistiquement significative. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur la p-value, puisque ici on avait une étude avec un effectif plutôt faible, et donc on sait que la puissance est modérée. Donc globalement, on a vu qu'il n'est pas toujours possible de comparer deux biomarqueurs diagnostiques quantitatifs globalement sur l'ensemble de la courbe ROC lorsque les courbes ROC se croisent. Dans ce cas-là, on a intérêt à comparer ces biomarqueurs uniquement dans la zone dans laquelle ils ont un intérêt. Et pour cela, on a besoin de définir la prévalence de la pathologie dans la population étudiée et le ratio bénéfice net sur coût net. À partir de là, on peut très facilement, sur le graphique de la courbe ROC, en rajoutant deux droites, définir visuellement la zone d'intérêt de comparaison des biomarqueurs diagnostiques et
comparer ces biomarqueurs à partir d'une aire sous la courbe ROC partielle, qui est une stratégie assez simple puisque c'est une approche non paramétrique. Et donc finalement, on est en train de comparer les deux biomarqueurs dans une zone, dans une gamme de valeurs pour lesquelles ils ont un intérêt. Mais il y a certains cas pour lesquels, même dans la zone d'intérêt de l'utilisation des tests, les courbes ROC se croisent, et auquel cas on ne peut pas évaluer les aires sous la courbe ROC partielle, du moins on ne peut pas les comparer. Auquel cas, la seule solution qui reste est celle qui a été proposée par Vickers. Elle consiste à définir les seuils optimaux de chacun des deux tests, des deux biomarqueurs quantitatifs, et d'évaluer les utilités de chacun de ces biomarqueurs pour leurs seuils optimaux respectifs, et de comparer ces utilités. Donc Vickers a proposé une stratégie graphique avec des courbes de décision qui consiste à fixer la prévalence de la pathologie et à comparer l'utilité de chacun des biomarqueurs diagnostiques quantitatifs pour leurs seuils optimaux sur une gamme de valeurs de ratio bénéfice net sur coût net. L'inconvénient de cette stratégie est que très souvent, dans les phases préliminaires d'évaluation des biomarqueurs diagnostiques quantitatifs, on a des effectifs qui sont plutôt faibles et donc il est difficile d'estimer correctement le seuil optimal de chacun des biomarqueurs diagnostiques quantitatifs pour les différentes valeurs de ratio bénéfice net sur coût net, puisque l'évaluation du seuil optimal d'un biomarqueur diagnostique quantitatif nécessite des effectifs assez élevés pour avoir une précision suffisante. Donc dans ce cas-là, l'approche de Vickers peut être problématique, et si les courbes ROC ne se croisent pas dans la zone d'intérêt définie par les deux droites que l'on a vues précédemment, eh bien il peut être plus simple d'utiliser l'approche non paramétrique très simple de comparaison des aires sous la courbe ROC partielle. Et j'ai indiqué sur cette diapositive quelques-unes des références utiles à ce sujet. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation.